Peut-on retrouver la liberté par le mouvement? Donc aujourd'hui, pour ce quart d'heure labo, on a Emma Gomez, même si vous voyez Emmanuel Gomez, c'est Emma Gomez pour les intimes. Donc Emma, elle est kiné, mais on va la laisser se présenter. Oui, donc initialement et toujours maintenant, je suis kiné et on a des formations similaires. Il y a des choses dans ce qu'on fait qui sont similaires et puis il y a des choses un peu différentes ou complémentaires. Et donc, je suis formée aussi en réflexe archaïque à l'Institut IP, puis d'autres choses, OS, et aussi dans le monde du mouvement qu'on peut appeler mouvement libre ou le movement culture, comme Ido Portal le dit, avec qui j'ai fait un stage de 5 jours en 2019, entre autres, et dans d'autres concepts aussi. Et donc, j'essaye un peu d'allier tout ça. La neurofonctionnelle et la pratique vivante et l'expérience du mouvement vivant ou libre, ou libéré. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire autour de ces termes-là. Donc, voilà en deux, trois mots. C'est vrai que tout le monde nous rejoint maintenant, mais ils n'ont pas eu tout le débat avant pour essayer de trouver le nom de ce podcast, tu vois. Entre liberté, libre de mouvement, etc., etc. Et c'était déjà fort intéressant, en plus, la discussion. On va la refaire. C'est vrai. Ben voilà, tout à fait. Non, mais qu'est-ce que tu entends en fin de compte par mouvement dans ta façon de travailler? Je reprends l'exemple d'Ido Portal, il parle de movement practice, donc pratique du mouvement, qui n'est pas comparable à pratiquer des mouvements, c'est différent, mais c'est toujours de toute façon l'un et l'autre. On ne peut pas faire que du mouvement et quand on fait pratiquer des mouvements, ça veut dire qu'on va être cadré dans un mouvement à faire ou à répéter ou à imiter d'une personne qui le montre, ou on va avoir quelque chose, peut-être un mouvement qui porte un nom. Et la pratique du mouvement, on va mettre un cadre avec quand même une certaine contrainte, mais qui va créer une possibilité à la personne d'aller chercher ce qu'elle n'irait pas chercher dans la pratique des mouvements. Donc, il faudrait des exemples pratiques pour le comprendre, je pense. C'est vraiment organiser le cadre et le vocabulaire qu'on emploie et la contrainte qu'on va mettre pour que la personne puisse sortir, puisse exprimer son potentiel et même un potentiel qu'elle ignore, puis en même temps travailler différents systèmes sensoriels inévitablement, parce que dès qu'on se met en mouvement, on touche au système nerveux tout de suite, et donc la neurofonctionnelle est intégrée dans la pratique du mouvement. Oui. Ah, super intéressant. Et tu arrives à… est-ce que tu as plusieurs méthodes de travail? Parce que comme tu es kiné, mais à la fois aussi tu fais du personal training, des cours de collectif, etc. Est-ce que tu as plusieurs manières d'aborder le mouvement, tu sais, du sens où tu es kiné, il y a un protocole à suivre, où tu arrives quand même à essayer de libérer justement ce mouvement aussi dans la pratique de la kiné? Il y a un chevauchement inévitable. En fait, ça dépend des personnes que j'encadre et dans quel but, enfin pourquoi en fait. Mais dans l'intégration des réflexes, c'est fort protocolaire, c'est le bilan total avec, avec les exercices à faire tous les jours et tout. Et puis après, avec certains patients, oui, à chevauchement, je leur fais de la pratique du mouvement aussi. Et je mets du jeu et un côté ludique aussi. Donc, il y a automatiquement des choses qui se chevauchent et qu'on retrouve des deux côtés, mais vraiment avec cette grande différence que une personne à la fois ou un patient à la fois, il y a un bilan et il y a des choses vraiment adaptées à cette personne, donc je vais vraiment préparer et réfléchir pour la personne, tandis qu'un groupe, tout le monde doit pouvoir s'y retrouver, travailler à son niveau, et c'est un peu le challenge aussi de s'adresser à un groupe, c'est que chaque personne puisse faire son possible et pouvoir se challenger sans être trop vite limité physiquement, mais sans être frustré et en même temps que ce soit assez challengeant. Donc, c'est tout un challenge à chaque cours, en fait. Mais ça se passe plutôt pas mal. Ouais, bon, ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément comment Emma elle pratique, ça, vous le verrez de toute façon directement sur son compte. Quand on parle de mouvement, ce n'est pas des squats et tout ça, c'est vraiment plus d'autres types puis, de mouvements. En même temps, retiens ta question. En même temps, sur le compte, quand on voit des séquences de flow, enfin de mouvement au sol, c'est pas du tout comme ça que je le donne, parce que parfois il y a des gens qui m'ont dit mais ça je ferai jamais faire. Mais c'est pas je le fais, suivez-moi. C'est pas du tout comme ça que c'est donné. Donc c'est vraiment travailler partie par partie et c'est détaillé. Puis il y a des phases. Ça n'a rien à voir quand on voit le résultat fini ou comment on le vit au cours, ça n'a rien à voir. Pardon, excuse-moi. Non, mais tu as raison de le dire. C'est pareil, même chez nous, des fois, quand on partage des choses, en fait, c'est décontextualisé. Les gens pensent que c'est pris pour acquis, alors qu'en fait, c'est dans un certain contexte qui est donné et un certain point de vue. Et c'est pas, enfin,
Mais Ouais, bon, mais surtout que beaucoup de gens, ils cherchent la perfection du mouvement tout de suite et la performance dans le mouvement. Nous, on le remarque parce qu'on a beaucoup un public sportif qui nous rejoint, alors qu'en fin de compte, c'est pas du tout ça. Il faut accepter de faire des erreurs et puis de passer par plusieurs phases, de décortiquer le mouvement pour arriver peut-être au final à un meilleur mouvement sur le long terme, quoi. Bien sûr, et puis c'est beaucoup plus axé sur l'expérience vécue que sur le résultat visuel, quoi. Donc, Et du coup, j'en reviens à ma question avant que je la perde parce que je me connais, hein. Tu parlais justement avant des réflexes. Donc, les réflexes sont quand même une composante motrice qui auront une conséquence donc motrice qui va probablement ou souvent limiter le mouvement. Est-ce que tu utilises justement le mouvement naturel ou le mouvement comme toi tu le conçois pour intégrer des réflexes ou alors justement tu intègres des réflexes pour après améliorer le mouvement dans la composante ou de travail? Je ne sais pas si les j'ai deux. été clair. Les deux. Si, Ok. les deux. Parce que, inévitablement, il y a des mouvements ou des parties de mouvement de transition qui seront gênés par la non-intégration de certains Mhm. réflexes. Et alors qu'ils vont se faire peut-être différemment, les gens vont trouver un autre passage. Et donc, je propose souvent de passer par la lenteur, comme Adrien avec le bug de la connexion, par la lenteur. Donc, pour vraiment actionner la commande motrice précise et vraiment aller chercher et initier verbalement pour essayer d'inviter à ce que le mouvement parte de cette partie-là du corps. Inévitablement, il y a des personnes qui auront plus facile, d'autres plus difficiles. Maintenant, ça ne va pas suffire pour intégrer les réflexes, bien sûr, parce que voilà, les gens participent à aller 1, 2, 3 peut-être cours par semaine avec moi, puis il y en a d'autres aussi, mais c'est jamais plus que ça. Donc, on sait bien que pour une intégration des réflexes, c'est un travail quotidien pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, mais je vois quand même des résultats assez incroyables dans les personnes qui sont là depuis des semaines, des mois ou des années. C'est assez impressionnant en fait de voir, parce que j'ai des super mamies au cours de plus de 70 ans, je parle français, pas belge, plus 70 ans, 70. Ouais. Et elles m'impressionnent à chaque cours et elles s'impressionnent elles-mêmes. Franchement, je crois que à force de renouveler toujours une expérience différente et de travailler les transitions et de faire travailler le ciboulot aussi parce qu'on installe peu à peu une séquence qui est différente chaque semaine. Donc, il y a la mémorisation et l'orientation à l'espace. Il y a plein de choses qui sont stimulées. Et franchement, ça le réussit très bien. Génial. Les jeunes aussi. Merci Quand pour ta je vois- réponse. Est-ce qu'il y a des problématiques que tu rencontres le plus ou peut-être des problématiques pour lesquelles les gens viennent te voir parce que, je sais pas, ils se disent peut-être, tiens, elle a une spécialité, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retrouves de plus? Oui, en kiné, c'est vraiment fort axé quand même intégration des réflexes archaïques parce qu'il y a des patients qui sont envoyés par des collègues, enfin des collègues, travail en réseau, podo, médecins ou logopèdes. Enfin, on dit logopède en France, on dit, c'est quoi le nom en France? Logopède, c'est Ah non, EHPAD. non, logopède. c'est le. Ah, nous, on dit pareil en Psychologue. Suisse. Psychomotricien? Non, non, c'est Psychomotricien, ergothérapeute? orthopédiste. Orthophoniste. Ah, Orthophoniste. 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 En Suisse, on dit En, pareil. La en première fois que j'ai Belgique, entendu, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais ouais, oui, c'est orthophoniste, c'est ça. En Belgique, c'est logopède. Donc, voilà, on finit par se connaître et par savoir ce que l'autre fait et par créer un réseau. Et c'est vrai que là, je finis par être connue et que les gens m'envoient pour ça, pour l'intégration des réflexes, pour faire des bilans réflexes. Donc, Ok. oui, c'est principalement vraiment ça. Ah, c'est génial. Est-ce que tu vois une prévalence de réflexes qui ressortent suite au confinement, etc.? C'est des choses qu'on a observées. Ah oui, je vous ai entendu. Ouais. Bro. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, merci. Oui, C'est cool. C'est marrant. Si. Quoi. Ah, on pose souvent la question parce que c'est important pour nous de voir est-ce que les autres ont la même chose, tu vois, parce que tu sais, des fois, quand tu es dans une pratique, tu as peut-être des fois tendance à aller vers la facilité en te disant, ah, il va y avoir ça, tu vois. Mais c'est intéressant de voir ce que les autres praticiens font et qu'on se dit, qu'on se remette en question, quoi, et qu'on se dise, OK, bon, peut-être effectivement en ce moment, les réflexes de stress sont peut-être un petit peu plus présents. Et voilà. Donc, c'est pas qu'une impression de notre part. Donc, Ça pèse un peu pour le moment, mais il y a eu un moment, c'était terrible. ouais. Je suis bien d'accord. Et attends, aujourd'hui, alors je sais pas si vous avez entendu, en France, ils veulent remettre
ils parlent de remettre les masques à certains endroits. Donc déjà dans les transports, ils ont demandé aux gens de remettre les masques, mais demander amicalement. Il n'y a aucune obligation. Mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est ça crée quand même des gros troubles cognitifs, émotionnels, et pas qu'on reparte de nouveau là-dedans, parce que forcément, à partir du moment où on va recréer des troubles comme cela, ça va se retrouver sur la posture, quoi. Et là, c'était très délétère. C'est ça, et puis les masques, le fait de ne plus avoir les mimiques faciales des personnes en face, et donc ces neurones miroirs, et puis l'impact que ça peut avoir au niveau du nerf vague, je ne sais pas si vous abordez ça aussi. Oui. Tu peux y aller, vas-y. Oui, le moro, c'est la façon de réagir au stress au niveau sympathique. Et que quand on ne peut pas réagir au stress par l'interaction sociale, ça passe par les mimiques du visage. Et vu qu'elles sont coupées, après, on coupe cette possibilité de réagir au stress par cette interaction sociale. Donc, on favorise la réaction au stress par le moro ou par la paralysie, par le RPP. Donc, ça vient vraiment perturber directement l'équilibre du système nerveux, malheureusement. Ouais. Ok. Et est-ce que les gens accueillent facilement les exercices à faire, tu sais, les réintégrations, que ce soit dans le réflexe archaïque ou dans ce que tu peux proposer via le mouvement? Globalement, oui. C'est vrai que je passe pas mal de temps à essayer qu'ils le fassent. Donc, à trouver avec eux un moment. Je ne les laisse pas sortir du cabinet sans qu'ils sachent à quel moment ils vont le faire dans la journée et comment ils vont organiser ça chez eux. Donc, je prends ce moment de dire vous allez le faire quand, vous allez le faire où, pour vraiment réfléchir avec eux et favoriser la mise en place de cette routine. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des parents que je vois et qui me disent voilà, on n'a pas été des bons élèves. Enfin, je ne les gronde pas, mais en même temps, c'est que ça fonctionne, il faut que ce soit régulier. Et je ne suis pas là pour les gronder quand ils viennent, et je préfère qu'ils me disent la vérité parce que je vais le voir de toute façon. Mais globalement, ça ne se passe pas trop mal. Au niveau de la réalisation des exercices au quotidien, ça ne se passe pas trop mal. J'essaie de les motiver un max et qu'ils comprennent pourquoi ils le font, surtout. Je passe quand même pas mal de temps à expliquer pourquoi, parce qu'ils le font mieux quand ils comprennent pourquoi. Ouais, complètement. On est d'accord. Ouais. Mais nous, on voit le retour parce que, tu sais, on parle beaucoup, on essaie vraiment de beaucoup parler avec notre communauté, les gens qui nous suivent, etc., sur Instagram, parce que c'est l'échange qui nous a poussé à venir là. Et on remarque qu'il y a des gens, des fois, qui nous disent j'ai pris votre e-book ou je fais la formation. Et tu sais, ils se lancent dans une pratique, ils voient les effets que ça a sur eux de manière positive. Et pourtant, à un moment, ça s'arrête quand même. Là, je ne parle pas de gens qu'on suit en reprogrammation neuroposturale. Je parle vraiment de gens qui se lancent eux-mêmes dans l'aventure et qui veulent tester. Et ils s'arrêtent malgré le fait qu'ils voient que c'est positif pour eux, qu'ils comprennent la démarche. Donc, tu vois, c'est quand même compliqué d'être comment dire, d'être assidu. Ben oui, c'est toute la difficulté d'intégrer quelque chose de nouveau dans sa vie, en fait, un changement. Donc, c'est les 6 stades. C'est ça, quand on change quelque chose dans son mode de vie, c'est Prochaska et Di Clemente qui il y a 6 stades où d'abord il y a des rechutes. Oui, il y a des rechutes, il y a la pré-contemplation, la contemplation, l'action, la préparation, l'action. Pour vraiment intégrer quelque chose de quotidien ou un changement dans sa vie qui soit alimentaire, je ne sais pas, arrêter de fumer ou justement pratiquer le sport, bref, ça passe par différents stades, il y a toujours des rechutes. Donc, quand on n'est pas accompagné, d'autant plus parce qu'il n'y a pas le rendez-vous qui est là et qui va venir et que, seul, c'est très difficile d'intégrer vraiment un changement. Il faut être bien, bien motivé, il faut avoir une motivation intrinsèque pour élever. Ouais, c'est sûr. Et de toute l'exploration du mouvement là, que tu as pu voir, alors, parce que tu as fait, tu as parlé vite fait là, de l'intégration motrice primordiale, de Ido-Portal, je sais que tu as fait INPP aussi, de Sylvie Godard. Tout ce que tu as pu mettre en place, notamment, moi, quand je pense à Emma, je pense au flow, tu vois. Comment ça s'est mis en place? Comment tu arrives à structurer ça, etc. Comment ça se découpe? Parce que c'est compliqué à expliquer si on n'a pas je vais tenter d'expliquer comment je fais, où j'en suis maintenant, et puis c'est toujours sujet à évolution, heureusement. Donc, et puis ça a déjà beaucoup évolué. Alors,
Pour le moment, je donne principalement 2 cours différents. Il y en a un plus calme et un plus actif. Dans le cours plus calme, il y a toujours ce quart d'heure d'échauffement neuro et divers, passage par des étapes motrices, OS, activation sensorielle diverse, etc. Et puis, j'installe justement une séquence flow, mais les séquences filmées qu'on peut voir sur les réseaux, c'est vraiment le résultat final rendu joli en plus, donc j'essaie quand même de bien le faire pour le faire en vidéo. Mais l'installation, elle prend vraiment du temps parce qu'on répète les transitions, on les expérimente de différentes façons. Il y a des pauses, il y a des explorations de position, des explorations de transition. Il y a des intermèdes, il y a un changement de rythme aussi. J'essaie de travailler parfois sur le rythme, inviter à faire lentement, inviter à faire plus rapide, inviter à mettre du contraste. Donc, il y a plein de choses qui modulent un peu ce flow dans la pratique et ça prend 1 heure pour l'installer. Et ils ne sont pas très longs, mais au bout du compte, le but n'est pas d'arriver à le faire à la perfection, de le retenir par cœur et de faire une représentation le soir à la maison. Hein. Le but, c'est de vivre le truc et le résultat final, on s'en fout presque, c'est plus l'expérience du cours. Et puis, il y a un autre cours qui est plus actif, avec un même échauffement comme pour l'autre cours, et là où j'installe 4 séquences, 2 séquences de mini-flow, en fait, avec passage au sol, une séquence de coordination et une séquence plus de jeu, soit seul, soit avec partenaire, soit avec matériel, donc où il y a une part d'imprévu, d'adaptabilité, et alors ces 4 séquences, elles sont installées, chacun trouve un peu son niveau, parce que je propose différents niveaux dans le même esprit. La séquence peut être faite plus ou moins intensément ou rapidement ou plus longue. Et puis on répète ces 4 séquences comme un circuit en fait, mais pas un circuit avec exercice, un circuit avec des séquences de mouvement. Jusqu'à ce que ce soit bien rouge, bien transpirant, et il est fatigant ce cours parce que c'est pas des choses très très calmes. Et il y a un retour au calme à la fin, mais c'est le cours où on se donne aussi physiquement. Et donc, il y a la deuxième séquence, c'est la coordination. Et là, il y a beaucoup d'inspiration de Fighting Monkey, avec qui j'ai fait des stages aussi. Donc, travail de coordination, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Ça me dit rien. Ouais. Ils sont un peu impressionnants quand on les voit de loin, qu'on ne les connaît pas. Ils sont très gentils, mais c'est un univers vraiment. Ce sont des danseurs, donc voilà. Maintenant, dans ce qu'ils expliquent et dans la façon dont les workshops sont faits, encore une fois, on voit des séquences de vidéos qui peuvent parfois faire peur et qui sont très très compliquées. C'est pas que c'est simple, mais il y a des choses accessibles quand même. Mais leur manière d'aborder la coordination est très intéressante, parce que c'est toujours des pieds qui se déplacent, évidemment, et des bras qui oscillent, donc qui oscillent dans différentes directions et dimensions, mais il y a un peu cette logique-là. Et donc, il y a quand même moyen de travailler la coordination. Et ouais, c'est sympa. Parce que du coup, ça te crée un repère. Tu recrées une cartographie de ton corps en explorant vraiment chaque parcelle de ton corps et dans le déplacement, etc. Ouais. Ok. Oui, j'ai essayé d'allier, donc voilà, dans ce cours-là, 2 séquences au sol où il peut y avoir des déplacements comme on fait en OS, comme on fait en IMP, des mini-flows, et puis coordination et parfois manipulation de balles, comme vous faites aussi, mais intégrer un cours. Et puis on y passe et on tourne en boucle. Et parfois, il y a une évolution aussi. Si je vois que tout le monde fait bien, et je peux faire évoluer aussi les séquences, ce qui m'est déjà arrivé aussi de faire, c'est dans la même séquence, inviter à faire une partie lente, une partie rapide, ou bien dire, allez, maintenant on le fait vite, maintenant on ralentit. Donc, il y a beaucoup de modulation possible, puis ça rend le truc gai, parce que les gens ne savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés, ça change chaque semaine. Et puis, même au cours du cours, ça peut encore, il y a des surprises en fonction de mon humeur. Et du coup, par rapport à notre problématique, notre question de départ, est-ce Et qu'on peut être donc, vraiment. est-ce qu'on. Hein? Ouais, il bug. Est-ce qu'on peut être Non, non, libre de son. mais je me suis arrêté de parler parce que tu as commencé à parler et je crois qu'on va poser la même question. Ok. Est-ce Non, qu'on est vas-y. vraiment libre de. Est-ce qu'on est vraiment libre dans notre mouvement? Et par extension, existe-t-il un faux mouvement? Cette notion de faux mouvement, elle est un petit peu absurde quelque part. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais. D'accord. Un faux mouvement, c'est un mouvement, c'est le système nerveux qui va réagir, qui va se protéger parce qu'il n'est pas habitué d'aller dans une certaine amplitude ou parce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire réagir et qui va spasmer, bloquer le corps et donc, boum, ça va faire mal.
Mais si on habitue son corps à expérimenter justement plein de positions de transition différentes, on est beaucoup moins susceptible de faire un faux mouvement. On habitue son corps à explorer le 3D et à être à l'aise avec plein de stimulations différentes. Donc, personnellement, moi, je me suis blessée depuis très, très, très longtemps, même tombée. Je ne me rappelle pas depuis quand je suis plus tombée. C'est qu'avant, quand j'étais petite, je ne chutais pas particulièrement beaucoup, mais je remarque, et les gens le disent aussi, au niveau équilibre, au niveau, il y a plein de choses qui s'améliorent beaucoup. Et la deuxième partie, c'était, est-ce qu'on est libre de ces mouvements? C'est ça. Ben, c'est ce qu'on disait juste avant de lancer l'enregistrement. Quand on parle de mouvement libre, ça ne veut pas dire ne pas donner de cadre et inviter les gens à bouger n'importe comment. Si on bouge librement de cette façon-là, on sera de toute façon limité par nos propres capacités d'accès au mouvement. Donc, on fera juste ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Du coup, il faut quand même mettre une contrainte pour inviter les gens à aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Donc, aller les faire découvrir ce qu'ils ne savent pas qu'ils savent faire ou justement aller chaque fois repousser les limites de ce qu'ils savent faire. Donc, il faut qu'il y ait une contrainte. Et je donnais l'exemple, je vais essayer de trouver un autre si j'en trouve là maintenant, mais parce qu'il y en a plein, mais je crois quand même qu'il est assez parlant parce que je vais quand même reprendre le même. Si on est au sol ou même en 4 appuis, il y a plein de variations. 4 appuis, 2 mains, 2 pieds au sol, ça peut être le ventre vers le sol ou le ventre vers le plafond, peu importe, mais déjà, rien que de pouvoir jouer avec ces appuis, de voir en oscillant sur ces 4 appuis, en les gardant tout ce qui est possible, et puis de lâcher un appui, de continuer à observer, à bouger, aller d'un appui à l'autre avec un appui qui est libre, de voir tout ce qui est possible. Pareil avec en déplaçant, on change, on décolle un appui à la fois et on explore chaque fois, ou on peut garder 3 appuis et avec une main, par exemple, aller toucher différents endroits, faire des touchettes et que tout le corps puisse s'organiser pour aller toucher le sol, mais en lenteur ou en vitesse, on peut moduler aussi cela comme ça. On peut faire des choses qui glissent au sol. Enfin, il y a plein de choses, mais il y a quand même la contrainte. Je vais mettre les personnes dans avec de certaines consignes et avec ces consignes-là, chercher tout ce qui est possible de faire sans se limiter. La seule limite, c'est la douleur. En fait. On explore tout ce qui est possible. Donc, la parole est très important, qu'il soit positif, que les gens n'aient pas peur de faire justement un faux mouvement, de mal faire, parce qu'on n'est pas du tout dans ce registre-là avec ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on peut faire, ça on peut pas faire. C'est pas du tout de cet ordre-là. Et c'est vrai que dans notre culture, on est fort habitué à ça. Si je ne suis pas exactement bien placée, je vais me faire mal, mais là, c'est rien à voir. C'est vraiment une exploration somatique. Chaque personne explore les possibilités de son propre corps et on ne recopie pas le voisin, on vit le truc soi-même. Donc, il faut le faire pour comprendre, je pense. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant et ça donne envie d'en voir plus. Je pense qu'un jour, on se verra de toute façon parce que j'ai vraiment envie de venir explorer ce que tu fais. C'est juste le planning qui est compliqué. Et donc voilà, en tout cas, si les gens veulent te retrouver, où peuvent-ils te retrouver? Les réseaux sociaux, ta localité? Sur Instagram, c'est Emma Synergie en un mot. Synergie, c'est le nom de notre centre, IE à la fin en français. Sur Facebook, la page pro, c'est mon prénom entier, c'est Emmanuel Gomez. Je crois que c'est Santé par le mouvement. Maintenant, je pense que j'ai remis ça, je l'avais changé il y a quelques mois. Et il y a la page que j'utilise où on peut être amis, c'est Emma Gomez Synergie. Donc voilà un petit peu. Ok. Ah ouais, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci. C'était super sympa et très agréable. Parfait. Autant pour moi. Bon, ben. Donc, ouais, vas-y, Adrien, je te laisse conclure. Je te laisse conclure, Seb. Non, vas-y. Moi, c'est moi. Bon. Donc, merci à Emma d'être venue pour le quart d'heure neuro. Et on se retrouve tous les samedis, du coup, pour les prochains quarts d'heure neuro. Salut. Allez, à bientôt. Salut. Ciao.